Mon épouse a dit que son homme était avec elle avant mon arrivée, et qu'il serait toujours là après mon départ. J'ai donc pris acte de ses paroles et lui ai remis les papiers du divorce. J'ai 34 ans. J'ai été marié à Jen pendant près de 5 ans. Je l'ai rencontrée lors d'une fête d'Halloween chez un ami en 2018, alors que je m'efforçais encore de faire progresser ma carrière. J'ai grandi dans le Michigan. Mon père a travaillé à l'usine GM pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'il soit licencié en 2008. J'ai vu mes parents tout perdre, leur maison, leurs économies, leur dignité. Mon père n'a pas pu supporter cela, il est tombé en dépression et a développé des problèmes de santé qui ont épuisé le peu qui lui restait. Ma mère travaillait des heures supplémentaires à l'hôpital où elle était infirmière. Parfois plus de 60 heures par semaine, juste pour pouvoir payer les factures. Je me suis promis de ne jamais être aussi vulnérable financièrement. J'ai travaillé d'arrache-pied à l'université d'État, avec des bourses et des prêts étudiants. Je me suis spécialisé en kinésiologie, puis j'ai obtenu mon DPT, doctorat en physiothérapie. Je travaillais la nuit dans une salle de sport. Ouverte 24 heures sur 24, nettoyant les équipements pour 9,25 $ de l'heure. Je passais l'aspirateur dans tout l'endroit à 3 heures du matin, tout en étudiant mes fiches d'anatomie. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Pourtant, mes parents n'ont pas pu se permettre d'assister à ma cérémonie de remise des diplômes. Je leur ai envoyé le programme et mes cordons d'honneur. Ma mère les a encadrés. J'ai commencé comme physiothérapeute dans une clinique de rééducation, gagnant 5 000 $. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans d'affilée, tout en remboursant mes prêts étudiants. Je vivais dans un studio, avec des meubles de seconde main et un matelas à même le sol. Je notais chaque dépense dans un tableau Excel. Mes amis pensaient que j'étais obsessionnel. Ils faisaient la tournée des bars, tandis que je calculais des scénarios d'intérêt composés et maximisais la contribution de mon entreprise à mon plan de retraite 401K. À 27 ans, j'étais sans dette et j'avais économisé suffisamment pour proposer à 2 collègues, Alicia et moi-même, d'ouvrir notre propre clinique de physiothérapie privée. Nous avons chacun investi 40 000 $, obtenu un prêt SBA de 250 000 $ et trouvé un espace de bureau médical avec un loyer raisonnable. La première année a été brutale, nous travaillions 12 heures par jour, gérant à la fois les soins aux patients et le travail administratif, gagnant à peine un salaire. Nous nous relayions pour dormir sur le canapé du bureau pendant des quarts de travail de 16 heures. Nous mangions des ramen et des barres protéinées pour le déjeuner. Nous utilisions les heures creuses pour appeler à froid des compagnies d'assurance afin d'obtenir le statut de fournisseur. La petite amie de Joe l'a largué cette année-là. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour sortir avec un fantôme. Le mari d'Alicia est resté avec elle, mais seulement après une série de disputes épiques. J'étais célibataire, ce qui était en fait un avantage. Je n'avais personne à décevoir, sauf moi-même. Nous nous sommes spécialisés dans la médecine sportive et la rééducation post-chirurgicale, ce qui nous a donné un avantage sur le marché. En faisant des présentations dans des cliniques orthopédiques, en apportant le déjeuner au personnel et en obtenant des résultats constants, nous avons bâti un solide réseau de référence. J'ai géré les cas les plus difficiles de genoux et d'épaules, me forgeant une réputation qui a attiré des athlètes de 3 comtés. Après 5 ans, nous avons 2 emplacements, 12 employés, et nous réalisons un bénéfice net d'environ 950 000 $ annuellement, entre nous 3. Ce n'est pas une somme à gaspiller, mais je ne stresse plus quand arrive la facture de l'impôt foncier. J'ai 480 000 $ sur des comptes de retraite, un fonds d'urgence de 6 mois, et ma valeur nette a finalement atteint 7 chiffres le trimestre dernier. J'ai échangé ma voiture contre une Lexus, pas le dernier modèle, mais une occasion certifiée, que j'ai négociée à 12% en dessous du prix du marché, car j'avais
Déjà un financement sécurisé et j'étais prêt à partir. Jen est une représentante commerciale pharmaceutique pour MK, gagnant environ 15 000 $ avec les commissions. Elle a ce look soigné, corporatif. Toujours habillée comme si elle allait à une séance photo, et non à une clinique. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais coincé dans un petit appartement avec 2 colocataires et 62 000 $ de prêts étudiants. Elle s'attendait à ce que je paie toutes les factures dès le premier jour, parce qu'après tout, tu gagnes plus que moi. Par exemple, j'ai réalisé qu'elle avait un paiement mensuel de 400 $ pour une nouvelle Audi, et qu'elle dépensait environ X $ par mois en rendez-vous pour les ongles, la coiffure et des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ça. Code de crédit était un désastre, 629, avec de multiples retards de paiement. Son idée de planification financière était de s'attendre à un chèque de commission plus important le mois suivant. Malgré tout, je l'ai aidé à refinancer sa dette, passant de 7,5% à 4,2%. Je lui ai appris à investir et je l'ai soutenu dans son ascension professionnelle. En un an, elle a obtenu une voiture de fonction et des bénéfices décents. Elle a encore environ 42 000 $ de prêts étudiants, car elle ne fait que les paiements minimum, malgré mes conseils d'accélérer le remboursement. Quelle est l'urgence, disait-elle, ils seront toujours là. Il y a 2 ans, nous avons acheté une maison à la périphérie de Détroit. 2800 pieds carrés. Sous-sol non aménagé, garage pour 2 voitures, extérieur en briques avec un toit plus récent et une cuisine récemment rénovée. Des améliorations pratiques. Pas seulement esthétiques. J'ai mis 75% de la compte de 65 000 $, mais nous sommes tous les deux sur l'acte. Les taxes foncières s'élèvent à 200 $ par an. Le prêt hypothécaire est de 2300 $ par mois sur 30 ans, avec un taux d'intérêt fixe de 4,1%. Je voulais un prêt hypothécaire sur 15 ans pour économiser 0,000 $ d'intérêt. Elle a insisté sur la flexibilité de 30 ans. J'ai calculé que leur flexibilité nous coûterait plus de 2800 $ par an en intérêts supplémentaires. Elle a levé les yeux au ciel quand je lui ai montré le tableau d'amortissement. Sans enfant, cependant, elle avait récemment fait pression pour en avoir, ce qui aurait signifié qu'elle resterait à la maison pendant au moins un an, une chose que nos finances pouvaient supporter, mais qui changerait certainement notre mode de vie. Notre mariage était décent. Elle voulait une célébration à 5 000 $. Nous sommes tombés d'accord pour 22 000 $. J'en ai payé 18 000 $. Ses parents ont contribué 4 000 $ et ont agi comme s'ils avaient financé l'intégralité de l'événement. Ils se sont attribués le mérite de l'open bar lors de leur toast, ce bar que j'avais négocié et payé. Son père m'a coincé au dîner de répétition, à moitié ivre, pour me dire à quel point j'avais de la chance d'épouser sa fille. Pendant ce temps, je signais des chèques pour des fournisseurs qu'il ne pouvait pas se permettre. Ses amis semblaient plutôt normaux, y compris son ami d'université Ryan, qui a fait un bref discours à la réception. Je l'avais vu quelquefois lors d'événements de groupe. Il ressemblait à votre gars de là. Finance typique, avec trop de produits dans les cheveux et l'habitude de mentionner son entreprise et ses clients. Il portait toujours ses chemises bingévines avec des baleines et parlait de ça. Maison d'été partagée dans les hantons comme s'il en était le propriétaire, au lieu de la partager avec 8 autres gars. Le genre de personne qui achète des lunettes de soleil chères, mais qui ne peut pas se permettre de cotiser au maximum à son plan 401K. Il vivait à Chicago, donc nous ne le voyions qu'une ou 2 fois par an quand il venait nous rendre visite ou quand nous allions là-bas. Jen le mentionnait de temps en temps, mais rien qui n'éveille des soupçons. Juste une amitié normale. Il lui envoyait des mèmes sur les ventes pharmaceutiques, et elle riait plus que le contenu ne le méritait. Normalement, le mariage avait ses hauts et ses bas habituels, mais nous étions solides. Nous avions nos routines, notre cercle d'amis et des projets pour l'avenir. J'étais concentré sur la croissance de la clinique, et Jen grimpait les échelons. Chez Merck.
Nous avons parlé de fonder une famille une fois que nous aurions atteint certains jalons financiers, en particulier une fois que nous aurions économisé 50 000 $ pour un congé de maternité potentiel et les dépenses de garde d'enfants. Tout était planifié. Il y a 8 mois, Ryan a annoncé qu'il déménageait dans notre ville pour une opportunité d'emploi. Il travaille dans la finance pour une entreprise de vêtements de sport et pourrait littéralement travailler de n'importe où, mais il a choisi Détroit. Parmi tous les endroits d'Amérique. Il devait venir ici. Jen était euphorique. Les premières semaines se sont bien passées. Nous avons invité Ryan à dîner pour l'accueillir. Je lui ai présenté quelques contacts professionnels locaux, car il était nouveau dans la région. Je l'ai aidé à trouver un appartement décent à Corton. Je l'ai même mis en contact avec mon agent immobilier. Il semblait reconnaissant, et je pensais que sa présence pourrait être bonne pour Jen. Elle disait toujours qu'elle aurait aimé avoir plus d'amis proches en ville. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'elle avait déjà sa meilleure amie, mais les choses ont progressivement changé. D'abord, il y a eu les messages de Ryan pendant nos soirées en tête-à-tête. Puis, Jen a annulé nos projets de week-end parce que Ryan traverse une période difficile et a besoin de soutien. Dès le 2e mois, il était chez nous au moins 2 fois par semaine pour dîner. Les dîners que Jen me faisait payer aidaient à préparer, mais elle ne me laissait pas choisir le menu, car Ryan n'aime pas la nourriture épicée. Le gars avait une opinion sur tout, de la façon de charger le lave-vaisselle au investissement que je devais faire. Le NTFS est l'avenir, mec. Mon ami a gagné 6 chiffres avec l'art numérique l'année dernière. Pendant ce temps, son compte de retraite était probablement composé à 80% d'actions technologiques, surévaluées et à 20% de crypto-monnaies même. Quand j'ai mentionné à Jen que nous voyons beaucoup Ryan, elle a levé les yeux au ciel. Il est nouveau en ville et ne connaît pas encore beaucoup de monde. Arrête d'être si contrôlant. J'ai laissé passer temporairement, pensant que c'était juste une période d'adaptation, mais le temporaire est devenu permanent. Très rapidement. Si je suggérais une soirée en amoureux, Jen invitait Ryan sans me demander. Il a été très déprimé ces derniers temps. Le stress du travail. La distraction. Lui ferait du bien. Quand j'ai objecté, elle s'est emportée. Sais-tu à quel point j'apprécie la loyauté? Je le connais depuis l'université. Tu te comportes comme un enfant. Puis sont venus les messages secrets. Elle inclinait son téléphone pour que je ne voie pas quand elle lui envoyait des SMS ou sortait pour répondre à ses appels. Rien de sexuel. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques, seulement une communication constante. Pendant que je travaillais sur les dossiers des patients à la table de la cuisine, elle était sur le canapé, riant de quelque chose que Ryan lui avait envoyé. Des conversations par SMS de 3 à 4 heures alors que nous étions dans la même pièce. Les choses que je faisais méritaient une approbation polie, mais les blagues médiocres de Ryan là faisaient rire aux larmes. J'arrivais à la maison avec de bonnes nouvelles concernant la clinique et je recevais un c'est super, chéri et distrait, alors qu'elle tapait sur son téléphone. Mais dès que Ryan lui écrivait qu'il avait décroché un nouveau client, elle s'illuminait comme Times Square le soir du Nouvel An. Un soir, Jen et moi devions assister à l'ouverture d'une clinique pour mon entreprise, un événement très important pour nous professionnellement. Nous avions investi 5 000 $ dans de nouveaux équipements, embauché 3 employés supplémentaires et lancions un programme de rééducation spécialisé qui pourrait doubler nos revenus. Les médias locaux en ont parlé. Mes partenaires commerciaux avaient amené leurs conjoints. Je portais mon meilleur costume. Celui que je garde pour les réunions avec des investisseurs potentiels. J'avais préparé mes arguments pour le journaliste du journal économique. 20 minutes avant notre départ, Ryan a appelé, prétextant une urgence de plomberie dans son appartement. Jen a insisté pour sauter mon événement, afin de l'aider à
Gérer le propriétaire. Il ne connaît personne d'autre ici pour l'instant. A-t-elle insisté en prenant ses clés. De plus, tu n'as pas besoin de moi là-bas. Ce n'est qu'un tas de gens du milieu médical qui parlent de travail. Je suis allé seul, expliquant à mes partenaires que ma femme avait une urgence familiale. Alicia m'a lancé un regard qui disait qu'elle n'y croyait pas, mais elle était trop professionnelle pour me le dire. Devant les clients. Plus tard, j'ai découvert que l'urgence était un robinet qui fuyait. Ryan, un homme de 33 ans gagnant 6 chiffres, n'a pas pu comprendre comment couper la vanne d'eau sous l'évier, ou plus probablement, il ne supportait pas une nuit sans être le centre de l'attention de Jen. Le schéma est devenu clair. Ryan interférait avec nos plans, et Jen le défendait à chaque tournant. Si je le faisais remarquer, elle devenait défensive. Tu es ridicule. C'est juste un ami qui a besoin de soutien en ce moment. Au fil des semaines, ses excuses ont évolué. Ryan traverse des choses que tu ne comprendrais pas. Puis c'est devenu tu à tes amis du travail. J'ai le droit d'avoir les miens. Et enfin, peut-être que si tu étais plus intéressant, je n'aurais pas besoin de passer autant de temps avec Ryan. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 5 ans. Passés ensemble, à construire une vie, une entreprise, un avenir. Et soudain, je n'étais plus assez intéressant, comparé au financier Ryan et à ses drames préfabriqués. Pendant ce temps, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que notre relevé de carte de crédit commun montrait que Jen payait le déjeuner de Ryan 2 ou 3 fois par semaine. Rien d'énorme, 15 à 20 $ à chaque fois, mais cela s'élevait à près de 250 $ par mois. Quand j'ai mentionné cela, elle a affirmé que c'était pour le réseautage. Puisque Ryan connaissait des gens dans des entreprises que MK voulait recruter. J'ai fait un calcul rapide. 250 $ par mois, c'était 3000 $ par an. Presque la moitié de ce que nous mettions sur son compte était reversé annuellement. Elle investissait littéralement plus dans les déjeuners avec Ryan que dans certains aspects de son propre avenir. Ma partenaire commerciale, Alicia, l'a remarqué lors de la fête de Noël de notre clinique. Ryan dominait chaque conversation où Jen était impliquée, se plaçant entre nous chaque fois que possible. Il lui touchait constamment le coude ou posait sa main sur son dos. Pendant qu'elle parlait à d'autres invités. Rien d'inapproprié, mais certainement possessif. Ce gars en fait trop, a dit Alicia plus tard. Tout va bien à la maison? Que pouvais-je dire? J'ai juste haussé les épaules et changé de sujet. J'ai commencé à voir des schémas de comportement que j'avais auparavant négligés. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose d'important, comme signer un nouveau contrat avec une grande compagnie d'assurance ou apparaître dans un magazine de physiothérapie, Jen le minimisait subtilement. C'est super, chérie. Ryan vient d'obtenir un rendez-vous avec le directeur financier d'Indra Armée. C'est toujours la comparaison, et je finis toujours par perdre. Pour Noël, elle a acheté à Ryan une veste Patagonia à 300 $. Facturée sur notre compte joint. Quand je l'ai interrogée sur la différence, elle a dit, Ryan a eu une année difficile. Bien sûr, parce que rien ne dit une année difficile comme un déménagement volontaire et un travail à 6 chiffres. C'est là que j'ai réalisé que nous étions dans un trouble émotionnel à sens unique, auquel je n'avais jamais accepté de me joindre. Le problème a éclaté lors d'une soirée d'inauguration que nous avons organisée. Il y avait des médecins qui pouvaient nous adresser des patients, des collègues de la compagnie de Genet, et bien sûr, Ryan. J'avais passé 2 jours à préparer cette fête. Des steaks marinés d'une boucherie locale, pas du supermarché. J'avais fait la salade de pommes de terre. De la recette secrète de ma grand-mère, qui fait habituellement demander la recette. J'avais aménagé le patio avec des guirlandes lumineuses et un système de haut-parleurs décents. Cette fête n'était pas seulement sociale, elle était stratégique.
2 des invités étaient des chirurgiens orthopédiques qui pourraient potentiellement nous adresser des patients, représentant 200 000 $ par an. La soirée se passait plutôt bien. Le repas a été un succès. La conversation a coulé. Après le dîner, nous nous sommes déplacés dans le jardin. L'air avait cette fraîcheur parfaite du début de l'automne. L'investissement dans les chauffages extérieurs portait ses fruits, car tout le monde était confortable. Malgré la fraîcheur de la nuit. L'un des médecins a mentionné les nouvelles réglementations sanitaires qui affectaient les taux de remboursement. Ryan et moi avons réalisé que nous avions des points de vue opposés. Ce n'étaient pas des extrêmes, juste des perspectives différentes. La conversation est restée professionnelle au début, mais à chaque argument que j'avançais, Ryan regardait Jen avec un petit sourire suffisant. Comme pour dire, tu peux croire ce type? Après un commentaire particulièrement condescendant sur le fait que les physiothérapeutes ne sont que des médecins ratés, qui n'ont pas pu faire une vraie école de médecine, j'ai décidé que ça suffisait. Je n'avais pas travaillé si dur pendant 7 ans d'études supérieures, bâti une pratique réussie à partir de zéro, et traité des milliers de patients, seulement pour être traité avec condescendance dans mon propre jardin. Ryan, nous pouvons être en désaccord sans être condescendants. Ici, nous sommes tous des professionnels. Son visage est devenu rouge. Il s'est tourné vers Jen. Vas-tu le laisser me parler comme ça? Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai interrompu. Je vous parle directement, pas par l'intermédiaire de ma femme. Et je demande juste un respect élémentaire dans ma propre maison. Ryan s'est levé, son bourbon à la main. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne l'as jamais su. Jen le sait aussi, elle est juste trop gentille pour te le dire en face. Je suis resté assis, calme. J'ai regardé Jen, espérant qu'elle calmerait la situation ou au moins qu'elle ne me laisserait pas en plan. Au lieu de cela, elle regardait Ryan avec une expression inquiète, comme si elle était terrifiée de le contrarier. Ryan ne voulait rien dire par là, dit-elle. Je voulais exactement dire ce que j'ai dit, ai-je répondu, nous pouvons être en désaccord sans être irrespectueux. Un concept assez simple. La cour est devenue silencieuse. Mon ami Joe m'a regardé avec une expression et qu'est-ce que c'est que ça? Le docteur Wilson, un chirurgien qui nous adresse des patients valant environ 0,000 $ par an, a haussé les sourcils de surprise. Ryan a posé son verre avec une précaution exagérée. Je pense que je vais partir. Appelle-moi plus tard, Jen. Puis il a traversé notre maison et est parti, en s'assurant de claquer la porte derrière lui. Jen a couru après lui immédiatement. Je pouvais les entendre parler dehors, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Quand elle est revenue, elle était visiblement bouleversée, mais a essayé de le cacher à nos invités. Elle a forcé un faux sourire et a essayé de reprendre les conversations, mais le mal était déjà fait. Le reste de la nuit a été tendu. Après le départ de tous vers minuit, je nettoyais quand Jen m'a coincé dans la cuisine. Tu dois t'excuser auprès d'eux. Ryan, a-t-elle dit, les bras croisés, me regardant comme si j'étais de la merde. J'ai lentement fermé le lave-vaisselle et me suis tourné vers elle. Je suis désolé? Tu l'as mis dans l'embarras devant tout le monde. Tu dois t'excuser, Jen. Il était délibérément condescendant chez nous, avec nos clients et amis. Si quelqu'un doit des excuses, c'est lui. Elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Ryan ne gère pas bien les conflits. Il est sensible. Et je ne gère pas bien le manque de respect dans ma propre maison. Ai-je répondu calmement. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit que votre meilleur ami pourrait avoir un problème avec votre mari? Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, mais elle ne pouvait pas maintenir le contact visuel. Il est juste protecteur. Protecteur? Je suis votre mari, pas une putain de menace.
Et vous êtes une femme adulte qui n'a pas besoin de protection contre une conversation de dîner. Elle a déplacé son poids. Écoute, c'est simple. Tu dois t'excuser auprès de Ryan, n'est-ce pas, ou les choses vont devenir difficiles entre nous? Je l'ai fixé, traitant ce que je venais d'entendre. Tu me donnes un ultimatum à cause d'un désaccord avec ton ami. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Il est dans ma vie bien plus longtemps que toi, et il sera toujours là pour moi. Et honnêtement, en ce moment, il est plus important pour moi que toi. Les mots sont restés en suspens entre nous. Pour la première fois, je voyais mon mariage pour ce qu'il était vraiment pour elle, un plan B, un filet de sécurité financier, pas un partenariat. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé longuement. Puis je suis monté dans notre chambre et j'ai fermé la porte. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter, date, heure et incidents notables avec Ryan. J'ai examiné nos relevés financiers, pris des captures d'écran de nos comptes conjoints et commencé à compiler un registre détaillé de nos actifs. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je n'ai fait que planifier, calculer et élaborer des stratégies. Au matin, Jen a essayé de me parler, planant autour de la porte de notre chambre où j'étais assis avec mon ordinateur portable. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis habillé pour le travail. J'ai pris mon ordinateur portable et je suis passé devant elle dans la cuisine sans dire un mot. Elle était encore en pyjama. Le maquillage de la veille était étalé sous ses yeux, et elle avait l'air confuse. Comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi ces mots avaient des conséquences. À la clinique, j'ai appelé Tony, un conseiller financier qui nous avait aidé à mettre en place la comptabilité de notre entreprise. J'ai besoin de protéger mes actifs, lui ai-je expliqué. Tony a immédiatement compris et n'a pas posé de questions inutiles. Son conseil était simple, documenter tout, agir vite et être stratégique. Il a recommandé un comptable légiste qui pourrait aider à déterminer exactement ce qui m'appartenait et ce qui était conjoint. À la fin, j'avais déjà un plan en 3 phases et une liste de professionnels à contacter. Tony a réglé l'addition malgré mon objection. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle, a-t-il dit. Vous ne méritiez pas cela, mais vous gérez bien la situation. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle où Jen et moi avions nos comptes joints. J'ai transféré ma plus récente distribution de bénéfices, un chèque de 38 000 $, qui n'était pas encore arrivé sur notre compte joint, directement sur ce nouveau compte. Je l'ai gagné après que la séparation émotionnelle ait commencé, mais je l'ai enregistré dans mes dossiers comme revenu matrimonial, au cas où nous devrions le partager plus tard, sans cacher d'argent, juste en m'assurant d'avoir un fonds de roulement, quoi qu'il arrive ensuite. J'ai également déplacé 5 000 $ de mes économies personnelles, de l'argent que j'avais avant le mariage, vers le nouveau compte pour couvrir les frais juridiques immédiats. Puis j'ai appelé mon avocate CRI pour comprendre mes options. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café avant son comparution au tribunal l'après-midi. Je ne vais pas encore demander le divorce, ai-je précisé. Je veux juste savoir quel est mon statut juridique si les choses tournent de cette façon. Il m'a expliqué les lois du Michigan sur la répartition équitable et les documents que je devais rassembler. Être préparé n'est pas être paranoïaque. C'est être prudent. J'ai téléchargé tous nos relevés financiers des 36 derniers mois. J'ai catalogué nos achats importants et les comptes d'où ils provenaient. J'ai fait des copies de notre titre de propriété, des documents hypothécaires et des polices d'assurance. J'ai pris des photos de tous les objets de valeur de la maison, en particulier ceux que j'avais achetés avant le mariage. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Jen m'attendait. Nous devons parler d'hier soir, a-t-elle dit dès que je suis entré. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre, ai-je
Répondu, gardant ma voix calme. Vos priorités sont claires. Vous exagérez les choses. Elle était en colère. Les gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand ils sont en colère. Le filtre disparaît. Donc c'est ça. Tu vas juste te refermer à cause d'un seul commentaire. Oui, ai-je simplement répondu. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une nouvelle routine, me levant à 5 heures du matin pour aller à la salle de sport avant le travail. Rentrant tard, me concentrant sur l'expansion de notre clinique, passant les week-ends à renouer avec des amis que j'avais négligés. J'étais physiquement présent dans notre maison, mais émotionnellement, j'étais parti. Mon corps a changé à mesure que le stress diminuait et que l'activité physique augmentait. J'ai perdu les 10 livres de poids de d'homme marié et que je portais. J'ai commencé à mieux dormir malgré tout. Je me suis assuré de documenter chaque jour où Jen choisissait Ryan plutôt que moi ou notre mariage. J'ai commencé une feuille de calcul enregistrant les nuits où je ne rentrais pas avant 23 heures. J'ai noté à quelle fréquence Ryan appelait ou envoyait des SMS. Pendant ce qui aurait dû être notre temps ensemble. La feuille de calcul est devenue presque méditative. Chaque entrée était une raison de plus de continuer avec mon plan. Jen a remarqué le changement immédiatement. Au début, il a essayé de me reconquérir avec des larmes et des excuses à moitié sincères. Je ne l'ai pas dit comme ça. Et tu déformes mes propos. Quand cela n'a pas fonctionné, elle s'est tournée vers la colère et les accusations. Tu me punis? A-t-elle dit. C'est de la violence émotionnelle. J'ai répondu avec un calme détachement. Je m'adapte aux nouveaux paramètres de notre relation. Tu as pris ta décision. Je prends la mienne. Ces tactiques de manipulation sont devenues presque fascinantes à observer, une fois que j'ai cessé d'y être émotionnellement investi. Les pleurs quand elle voulait de l'attention, le traitement silencieux quand elle voulait que je la poursuive, l'intérêt soudain pour le sexe quand elle sentait que je m'éloignais. Rien de tout cela ne fonctionnait plus. Pendant ce temps, j'ai discrètement rencontré un agent immobilier pour obtenir une évaluation précise de notre maison. La valeur des propriétés dans notre quartier avait augmenté de 18% depuis l'achat, ce qui signifiait que nous avions environ 95 000 $ de capitaux propres. Ma part étant d'environ 70 000 $ basée sur ma contribution à la compte et au prêt hypothécaire. L'agent m'a également donné des propriétés comparables que nous pourrions potentiellement utiliser pour établir une juste valeur marchande. Sans évaluation formelle, ce qui nous ferait économiser de l'argent sur les éventuels frais de divorce. J'ai aussi découvert que Jen avait ouvert une carte de crédit séparée dont je n'avais aucune connaissance, 4 mois auparavant. Les relevés étaient envoyés à son adresse e-mail professionnelle, et non à notre domicile. Je ne l'ai appris que lorsqu'un avis de paiement est arrivé chez nous, car elle avait manqué un paiement. Elle l'avait probablement perdu de vue parmi ses autres factures. Elle avait accumulé 300 $ de frais, y compris plusieurs dîners coûteux avec Ryan, un week-end à Chicago qu'ils avaient fait pour le réseautage, et une montre à 1200 $ qu'elle lui avait achetée pour son anniversaire. J'en ai conservé des copies numériques. J'ai documenté chaque dépense non autorisée comme preuve possible de dilapidation des biens matrimoniaux. Parce qu'acheter une montre à 200 $ à son ami avec des fonds communs n'est pas seulement de mauvais goût, c'est juridiquement pertinent. J'ai commencé à travailler davantage à la clinique, arrivant le premier et partant le dernier. Je me suis chargé des cas complexes que je trouvais les plus stimulants. Intellectuellement. J'ai commencé à rechercher des protocoles de traitement avancés que je n'avais pas eu le temps de mettre en œuvre auparavant. La croissance professionnelle est redevenue ma priorité. Au fur et à mesure que mon investissement émotionnel dans mon mariage diminuait, mon succès professionnel augmentait. Notre clinique a obtenu un contrat avec le département sportif de l'université locale, ce qui augmenterait nos revenus annuels de 25%.
J'ai embauché un nouveau physiothérapeute spécialisé dans la thérapie des mains. Ouvrant une nouvelle démographie de patients. J'ai commencé à envisager l'ouverture d'un bureau satellite à Ann Arbor, ce qui nous placerait sur un marché beaucoup plus prospère, avec de meilleurs taux de remboursement, la démographie idéale pour la physiothérapie. Pendant ce temps, j'ai commencé à travailler plus étroitement avec Lorraine, notre responsable de bureau. Elle était intelligente, efficace et respectait vraiment mes limites. Nous avons gardé les choses strictement professionnelles, mais j'appréciais sa compétence et son éthique de travail. Elle était avec notre clinique depuis peu. Après son ouverture et avait simplifié accent aigu à elle seule notre processus de facturation, ce qui a entraîné une augmentation de 15% des demandes d'indemnisation d'assurance. À la maison, la frustration de Jen grandissait à mesure qu'elle réalisait que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Elle a commencé à passer plus de temps avec Ryan, parfois ne rentrant pas avant tard le soir. Je ne lui ai pas demandé où elle était allée, ni ce qu'il faisait. Je ne m'en souciais plus. Parfois, elle essayait de raviver mon intérêt avec d'anciennes tactiques. Elle se promenait en lingerie, ce qui me rendait fou auparavant. Elle suggérait des escapades de week-end dans des endroits que nous avions appréciés par le passé. Elle a même essayé de cuisiner mon plat préféré une fois. Je suis resté poli, mais distant. Nous partagions un lit, mais pas d'affection physique. J'ai maintenu les contributions financières aux dépenses communes, mais j'ai cessé toute dépense discrétionnaire de sa part. Plus de cadeaux aléatoires ni de billets de concert surprise. Puis, un soir, j'ai invité Lorraine et Joe de la clinique à dîner pour discuter des plans d'expansion. Nous avons étalé des documents sur la table de la salle à manger, discuté de stratégie commerciale et savouré un repas que j'avais préparé. Cela faisait du bien d'utiliser ma propre maison pour quelque chose de productif à nouveau. Nous discutions des options de financement pour le nouvel emplacement lorsque Jen est entrée. Jen est entrée pendant le dessert, ne s'attendant clairement pas à me trouver divertissant des collègues. Je ne savais pas que nous avions de la compagnie, dit-elle, les yeux fixés sur Lorraine. Lorraine sourit poliment. La nourriture est incroyable. Je ne savais pas que vous pouviez cuisiner comme ça. Il y en a beaucoup si vous avez faim. Dis-je à Jen, sachant qu'elle ne nous rejoindrait pas. Elle marmonna quelque chose à propos d'avoir déjà mangé et disparu à l'étage. Je pouvais l'entendre bouger, probablement en envoyant des messages à Ryan à propos de la femme à notre table à manger. Après le départ de Lorraine et Joe, Jen dévalait les escaliers en furie. Sérieusement, l'inviter chez nous? Lorraine et Joe sont mes partenaires commerciaux. C'est aussi ma maison. Ne fais pas l'idiote. J'ai vu comment il te regardait. J'ai presque ri. Tu m'accuses de comportement inapproprié avec une collègue. C'est curieux. Venant de quelqu'un qui priorise son ami sur son mariage. C'est différent, et tu le sais. C'est parce que, de mon point de vue, tu as choisi Ryan plutôt que moi. Tu l'as dit très clairement. Je m'adapte juste à la situation. Alors? Qu'est-ce que c'est? Une vengeance? Non, Jen, c'est moi qui continue ma vie. Il me regarda avec des yeux plissés. Savais-tu? Oublie ça. Je vais dans la rue. Amuse-toi bien. Dis-je. Jen attrapa ses clés et son sac, claquant la porte derrière elle en partant. Je savais exactement où elle allait. L'appartement de Ryan est leur priorité. J'ai continué à sécuriser mes finances, mettant de côté des fonds et créant une documentation de nos vies séparées. Avant de soumettre quoi que ce soit d'officiel, j'ai changé le bénéficiaire de ma police d'assurance vie de Jen à ma sœur. J'ai mis à jour mon assurance responsabilité professionnelle pour retirer Jen en tant que partie assurée. J'ai ajusté mes distributions de compte de retraite pour minimiser ce qui serait considéré comme une propriété matrimoniale.
À l'avenir. Chaque semaine, la distance entre nous grandissait. Maintenant, nous étions colocataires, rien de plus. Deux étrangers partageant un prêt hypothécaire. Elle rentrait à la maison et trouvait des preuves de sa présence vaisselle dans l'évier, courrier ouvert mais la plupart du temps, elle était sortie. Vraisemblablement avec Ryan. J'ai commencé à chercher des appartements. Centre-ville, à la recherche de quelque chose d'industriel avec de hauts plafonds, une bonne lumière naturelle, et à distance de marche des restaurants. Au bord de la rivière, le genre d'endroit que j'avais toujours voulu. J'ai trouvé un appartement de 100 pieds carrés avec des briques apparentes, une cuisine rénovée et un parking sécurisé. Un client m'a mis en contact avec un vendeur motivé à vendre rapidement. J'ai mis cette information de côté, en attendant le bon moment entre les patients. Un mardi, j'ai reçu un message de Joe. Ryan avait été licencié. Je viens de l'apprendre du mari du gars de l'intérieur qui travaille dans le même bâtiment. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai confirmé plus tard via un contact LinkedIn qui travaillait dans la même entreprise. Ryan avait été licencié pour des problèmes de performance, probablement le résultat final d'avoir passé plus de temps à gérer les émotions de ma femme qu'à faire son travail réel. 3 semaines plus tard, Jen n'est pas rentrée à la maison après une autre dispute à propos de mon indisponibilité émotionnelle. Il m'a envoyé un message. Vers minuit. Je reste chez Ryan. Ne m'attends pas, je suis éveillé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat le lendemain matin. C'est le moment, dis-je. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai agi rapidement. J'ai déménagé mes affaires personnelles restantes dans un entrepôt que j'avais loué le mois précédent. De petites choses, principalement des livres, des vêtements d'hiver, les bons couteaux de chef que j'avais achetés avant le mariage, des photos de famille, des souvenirs d'université, des choses qui comptaient pour moi, mais dont l'absence ne serait pas immédiatement remarquée. J'ai vidé notre compte courant commun jusqu'à ce que nous ayons exactement la moitié du solde, $800, laissant sa part intacte. J'ai annulé nos cartes de crédit jointes après les avoir intégralement remboursées. J'ai envoyé des lettres recommandées à tous nos fournisseurs de services publics, me retirant de leur compte. J'ai fait réacheminer mon courrier vers une boîte postale que j'avais ouverte des semaines auparavant. J'ai rencontré un serrurier que je connaissais par la clinique et fait des doubles des clés du coffre-fort où nous gardions nos documents importants, non. Pas pour prendre quoi que ce soit, mais juste pour m'assurer d'avoir accès si nécessaire. 2 jours plus tard, Jen est rentrée à la maison pour prendre des vêtements. J'étais assis à la table de la cuisine avec des dossiers soigneusement rangés devant moi. Nous devons parler. Ai-je dit calmement, maintenant tu veux parler. Après des semaines de traitement silencieux, il a levé les yeux au ciel. J'ai glissé un dossier cartonné sur la table. Papier de divorce. Mes conditions sont justes. Tu gardes la maison si tu la refinances uniquement à ton nom et que tu me rachètes ma part du capital. Nous avons divisé les économies communes. Je garde mes intérêts commerciaux. Tu gardes ton 401K et tes stock options. Sans pension compensatoire. Nous avons suivi des chemins séparés de manière propre et simple. Son visage a perdu toute couleur. Il a regardé les papiers comme s'il pouvait mordre. Attends. Ça? Tu ne peux pas être sérieux. Totalement sérieux. Mon avocat les déposera la semaine prochaine si tu ne t'y opposes pas. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi n'as-tu pas pris ta décision? Tu restes chez Ryan. Je vais de l'avant. C'est pour Lorraine, n'est-ce pas? Sa voix s'est brisée. Tu me quittes pour elle? Non, Jen, je te quitte parce que tu m'as quitté il y a des mois, tu n'avais juste pas encore fait tes valises. Elle s'est effondrée sur une chaise, traitant enfin la réalité de la situation. Qu'est-ce que je suis censé faire?
Le prêt immobilier, nos projets. Nous ne sommes plus une équipe, ai-je dit. Uniformément. Les pièces d'échecs ont bougé. Joue ton propre jeu maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froid à ce sujet. J'ai appris des meilleurs. Elle me fixa, les larmes aux yeux. Je pensais que tu te battrais. Pour nous. Je l'ai fait. Tu as choisi Ryan. Maintenant, je me choisis. Moi-même. Jen est partie avec les papiers, refusant de les signer sur le champ. Je m'en fichais. Les roues étaient en mouvement. Le timing était parfait. J'étais parti de la maison plusieurs nuits. Elle avait créé une trace d'abandon. Avec ses propres messages, et était probablement trop émotionnellement liée à Ryan pour penser clairement à une stratégie juridique. 3 jours plus tard, il m'a envoyé un message. Ryan rentre à Chicago. Il a reçu une meilleure offre d'emploi. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste ajouté à ma documentation, notant la date et l'heure. Une autre information qui confirmait ce que je savais déjà. Ryan ne déménageait pas à cause d'elle. Il l'utilisait comme béquille émotionnelle jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Il avait probablement passé des entretiens à Chicago pendant des semaines. Mon avocat a confirmé que le nom de Ryan était apparu 437 fois dans nos relevés téléphoniques au cours des 6 derniers mois. J'avais appelé ou envoyé des SMS tous les jours, souvent plusieurs fois, y compris lors de notre dîner d'anniversaire et quand j'étais à l'hôpital pour une intervention mineure. La preuve de la négligence émotionnelle était accablante. Le Michigan ne reconnaît pas l'aliénation d'affection comme motif de compensation supplémentaire, mais l'employeur a clairement indiqué ses priorités. Nous avions identifié 3 témoins clés qui pourraient témoigner du comportement de Jency. Nécessaire. Ma partenaire commerciale, Alicia, une amie commune qui l'avait vue privilégier Ryan lors de plusieurs événements sociaux, et étonnamment, sa propre cousine qui m'avait contacté après avoir appris notre séparation. Finalement, une semaine plus tard, elle est apparue à la clinique. Lorraine l'a interceptée dans la salle d'attente. J'ai observé par la fenêtre du bureau. Tandis que Jen s'agitait de plus en plus, gesticulant sauvagement, sa voix montant suffisamment pour que d'autres patients le remarquent. Lorraine a maintenu un calme parfait, se tenant entre l'entrée et le couloir menant aux salles de traitement, protégeant mon espace professionnel pendant que je terminais avec mon patient. Quand j'ai fini avec mon patient, je l'ai rencontré dans mon bureau. Les papiers, dit-elle, faisant glisser les documents signés sur mon bureau. Tu as gagné. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, ai-je répondu. Il s'agit de conséquences. Ryan est parti, dit-elle faiblement. Il n'a même pas dit un vrai au revoir. Il a juste envoyé un SMS disant qu'il commençait son nouveau travail la semaine prochaine et qu'il enverrait chercher ses affaires. Et cela te surprend? Elle baissa les yeux. Je pensais qu'il était différent. Il se souciait de l'attention que tu lui portais, n'est-ce pas? Tu as fait une erreur, dit-elle, me regardant dans les yeux. Une énorme. Ai-je acquiescé? Oui, tu l'as faite. Y a-t-il une chance que nous puissions? Non, dis-je fermement. Ce pont n'est pas seulement brûlé. Il est parti. Il n'y a même plus de fondation. Elle essuya une larme. Je t'aimais vraiment, tu sais? Peut-être, répondis-je, mais tu ne me respectais pas. Et sans respect, l'amour ne signifie rien. Notre divorce a été prononcé 62 jours plus tard, aussi rapidement que la loi du Michigan le permettait, puisque nous n'avions pas d'enfant. Et elle ne l'a pas contesté. J'ai pris un jour de congé pour faire de l'escalade, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que Jen avait refusé, le jugeant trop dangereux et inutile. L'instructeur a dit que j'avais un talent naturel pour cela, une grande force de préhension grâce à des années de travail en thérapie manuelle, un bon équilibre et du sang-froid sous pression. J'ai réservé une série de cours sur le champ.
puis j'ai retrouvé mes amis pour dîner dans un restaurant chic du centre-ville. À la liberté, Alicia a levé son verre. Et à la connaissance de ta valeur, a ajouté Joe. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement. Avec vue sur la rivière Détroit. L'endroit était plus petit que notre maison. Mais il était entièrement à moi. Pas d'engagement, pas de concurrence pour l'attention. Je l'avais payé en espèces en utilisant les capitaux propres de la maison, économisant environ $8 000 d'intérêt sur 5 ans par rapport à un prêt hypothécaire. J'ai vérifié mes emails en buvant mon café. Notre clinique avait été contactée pour s'étendre à un 3e emplacement, cette fois en partenariat avec un grand groupe de chirurgiens orthopédiques. Les revenus potentiels doubleraient nos revenus actuels. Le contrat comprenait une prime de signature qui financerait entièrement mon compte Iraros pour l'année. Mon téléphone a vibré avec un message de Lorraine. Réunion avec le groupe orthopédique confirmée pour vendredi à 10 h. De plus, le dîner ce week-end est toujours d'actualité. J'ai souri et répondu, absolument. J'ai hâte de faire les deux. Lorraine et moi avions commencé à sortir ensemble un mois après la finalisation de mon divorce. Rien de précipité, rien d'impulsif, juste 2 adultes se respectant mutuellement, leurs ambitions et leurs limites. Elle n'avait pas besoin de moi. Financièrement ou émotionnellement. Elle avait sa propre carrière réussie, ses propres amis, ses propres intérêts. Aux dernières nouvelles, Jen avait des difficultés. Le prêt immobilier mettait à rude épreuve ses finances, maintenant qu'elle le payait seule. Elle m'avait contacté 1 ou 2 fois, avec des tentatives à peine voilées de renouer, mais j'ai maintenu la limite de non-contact. Certains jours, je pense à ce qui aurait pu se passer si j'étais resté, si j'avais continué à accepter d'être le second choix. Aurais-je développé la clinique de cette façon? Aurais-je découvert de quoi je suis vraiment capable? En fin de compte, la meilleure vengeance n'était pas ce que j'ai fait à Jen ou à Ryan, c'était ce que j'ai fait à moi-même. J'ai construit une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher, financièrement, physiquement ou émotionnellement. Car la chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que je préfère être seul plutôt que d'être le second choix de quiconque.